l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. En 2019, le champenois Édouard Béjot est devenu le 8e Master of Wine français, un titre rare qui se prépare comme un marathon. Lentement, avec constance, avec passion pour le vin aussi. Une passion qu'Édouard Béjot cultive dans son métier depuis plus de 20 ans au sein de la société californienne IMG Gallo Winery. Aujourd'hui directeur de la filière luxe de la Société pour l'International, Édouard Béjot nous fait l'honneur d'un passage dans les So Wine Talks pour nous parler de son titre de Master of Wine, mais aussi de son approche du marketing du vin californien. Alors, l'American Dream existe-t-il aussi dans l'univers du vin ? Bonjour Édouard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bien sûr, donc je m'appelle Édouard Béjot, j'ai 44 ans, je suis marié, père de 5 enfants, j'ai grandi en Champagne, dans un petit village à côté de Vertus, dans la Côte des Blancs. Et voilà, je suis tombé dans le vin tout petit en fait. C'est vraiment un produit qui m'a passionné dès mon plus jeune âge. Et je travaille depuis 22 ans pour la société Gallo, où j'ai commencé à vendre des vins californiens pour des supermarchés en Bretagne. Et aujourd'hui, je m'occupe de la filière luxe pour l'international. On en a un peu parlé en introduction, vous êtes Master of Wine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce titre et comment est-ce qu'on devient Master of Wine ? Alors, le titre de Master of Wine a été délivré pour la première fois en 1953, donc ça fait 70 ans. Aujourd'hui, il y a 413 Master of Wine dans 31 pays. Et en fait, on devient Master of Wine quand on a réussi les 3 étapes du concours pour devenir Master of Wine. Donc la première année, qui est plus une évaluation pour savoir si vous avez le niveau pour aller passer l'examen. Ensuite, l'examen du Master of Wine, qui est 4 jours d'examen assez intense. Donc le matin, vous avez des dégustations, 12 vins à l'aveugle, le premier jour des vins blancs, le deuxième jour des vins rouges, le troisième jour des vins du monde, des vins, enfin ça peut être des vins effervescents comme des rosés, comme des portos, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'après-midi, vous avez des essais à faire en anglais sur la viticulture, l'œnologie, le contrôle qualité, le commerce du vin et enfin tout ce qui est question d'actualité. Donc en fait, c'est un examen qui est compliqué parce que vous pouvez pas vous permettre de valider une journée ou de valider juste une dégustation. Il faut être bon pendant toute la semaine puisque pour aller en 3e étape, c'est-à-dire le papier de recherche, il faut avoir validé l'ensemble de la dégustation et de la théorie. Et vous alors, comment est-ce que vous êtes préparé et combien de temps ça vous a pris ? Alors il y a différentes façons de se préparer. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent en groupe. Pour ma part, j'ai plutôt travaillé de façon individuelle parce que j'avais pas la flexibilité de travailler avec d'autres étudiants par ma vie de famille, par ma vie professionnelle. Donc j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le matin, essentiellement, je me levais à 5h30 pour travailler pendant 2 heures ou 2h30 avant de commencer ma journée de travail. J'y ai passé quelques week-ends et heureusement, j'ai eu le support de ma famille et de ma femme qui m'ont permis de dédier beaucoup de temps à ces études. Et j'ai passé l'examen au bout de 6 ans. En fait, ça m'a pris 6 ans et demi pour devenir Master of Wine. Et vous êtes l'un des rares Français à détenir ce titre. Pourquoi avoir choisi un concours anglophone ? Alors, j'ai pas vraiment choisi un concours anglophone. J'ai choisi l'examen du Master of Wine parce que c'est l'examen le plus prestigieux dans l'industrie du vin. En fait, c'était vraiment un challenge personnel. J'ai passé mon WSET diplôme en 2010. Après mon diplôme, je me suis posé la question de ce que je pouvais bien faire après. J'étais dans une période professionnelle dans laquelle j'étais un petit peu dans une zone de confort et j'avais pas forcément de progression à venir rapidement au sein de mon entreprise. Alors j'ai voulu me lancer un challenge perso. Donc je me suis rapproché de mes managers à l'époque en leur disant écoutez, est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour devenir Master of Wine ? Est-ce que vous voulez bien m'allouer un petit peu de temps ? Est-ce que vous voulez bien me sponsoriser pour que je puisse devenir Master of Wine ? Et ça a été une discussion qui a duré pratiquement 1 an. Et ensuite, une fois que j'ai eu le feu vert de mon entreprise, je me suis lancé corps et âme
dans les études et voilà, c'était un vrai bonheur. Alors pas tous les jours, pour être tout à fait honnête, il y a des jours franchement c'était un petit peu compliqué, mais maintenant avec le recul, effectivement c'était une belle période parce que j'ai appris énormément et j'ai surtout fait de belles rencontres. Est-ce que vous diriez qu'il faut passer par les concours pour être reconnu dans l'univers du vin? C'est une bonne question. Je ne pense pas en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont très reconnus dans le monde du vin qui n'ont aucun concours. D'ailleurs, les plus grands influenceurs ou les plus grands dégustateurs aujourd'hui sont pas forcément des Master of Wine. Le concours, en fait, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas avoir l'organisation, qui vont pas avoir la rigueur, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, je pense qu'il faut pas forcément passer par des concours. Moi, le concours, encore une fois, c'était un challenge. Ça me permettait de sortir de ma zone de confort. Ça me permettait d'apprendre. Ça me permettait d'accroître mes connaissances sur des sujets que je connaissais assez peu. Enfin, moi, j'ai pas fait d'école d'œnologie. En fait, j'ai fait une école de commerce. Donc, quand on parlait des levures, quand on parlait du pH, quand on parlait des enzymes, j'étais un petit peu perdu. Et donc, c'est des sujets sur lesquels j'ai dû beaucoup travailler. J'ai dû beaucoup échanger avec des œnologues et ça m'a fait grandir. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui peuvent réussir dans notre industrie sans passer de concours. Regardez les plus grands critiques aujourd'hui, qu'ils soient français ou internationaux. Il y en a aucun qui a un concours particulier sur, qui est Master of Wine ou qui est, après, c'est une décision personnelle. Et justement, qu'estimez-vous avoir appris dans votre préparation qu'on n'apprend pas ailleurs? Alors moi, ce que j'ai appris dans ma préparation, c'est avant tout la rigueur, c'est parfois la résilience, la persévérance, parce que la première fois que je suis allé à l'examen, en fait, j'étais pas très très loin, mais je ne l'ai pas eu. Donc heureusement, encore une fois, grâce à l'aide et au soutien de ma famille, j'ai pu continuer. Je me rappelle très bien quand j'ai loupé la première année, je suis allé voir ma femme et mes enfants, je leur ai dit maintenant, c'est vous qui choisissez, est-ce que vous voulez que j'y retourne ou pas ? Et là, ça a été unanime en disant « Papa, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, il faut absolument y retourner ». Et donc, j'y suis allé avec une motivation qui était quintuplée. Et la deuxième année, ça s'est très bien passé. Donc voilà, ce qui a été vraiment très important pour moi, c'est aussi la persévérance. C'est-à-dire, j'ai aussi donné un certain exemple à mes enfants en leur montrant qu'on pouvait échouer, mais que dans cet échec, il sort toujours quelque chose de positif. Et l'année d'après, en ayant réussi l'examen, je leur ai montré que voilà, l'échec n'était pas fatal. Et donc, c'est juste le courage de continuer qui va vous amener au succès. Et c'est vraiment ce que j'ai appris. Et j'espère que c'est le message, en tout cas, que j'ai su transmettre à mes enfants. Et que pensez-vous de la pédagogie actuelle destinée à enseigner le vin ? Alors, la pédagogie actuelle pour enseigner le vin est essentiellement basée autour du WSET, qui a un grand succès, c'est-à-dire que le WSET est enseigné dans de nombreux pays. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment attiré par le WSET pour l'ouverture que ça vous donne en termes de découverte, c'est-à-dire que je travaillais essentiellement sur le marché français. On vendait surtout à l'époque, 98% des vins vendus en France étaient des vins français. Et donc, si vous vouliez un petit peu explorer ce qui se fait en dehors de notre pays, le WSET était un programme qui était tout à fait adapté. Ensuite, dans la façon de décortiquer la dégustation, d'analyser un vin, c'est aussi une méthode qui est aussi très intéressante parce que ça vous donne une certaine rigueur pour aller dans l'analyse et pour comprendre comment le vin a été fait. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que on perd le côté glamour du vin, c'est-à-dire que le vin, c'est un produit de partage, c'est un produit d'échange, et décrire un vin aujourd'hui avec des adjectifs comme medium plus, ou essayer de savoir exactement ce que chacun ressent au niveau des arômes, en fait, c'est un petit peu restrictif. C'est-à-dire que moi, j'aime parler du vin avec passion, j'aime parler du vin avec des adjectifs un petit peu plus sexy, et j'aime échanger. C'est un produit social, en fait. Donc, les formations actuelles, en fait, oublient le côté un peu glamour, social et bon vivant du vin. Après, il faut quand même cette rigueur et cette méthode pour comprendre comment est fait un vin, mais il faut en fait l'apprendre pour savoir s'en passer et utiliser des adjectifs qui sont un petit peu plus glamour, quoi. Pour parler un peu plus de votre expérience californienne, quelles ont été vos motivations à vous investir dans une entreprise américaine plutôt que française ? Alors, lorsque j'étais en école de commerce, j'ai réalisé mon mémoire de fin d'études sur le marketing du vin. À l'époque, le sujet était les stratégies marketing à adapter au vin français pour être plus performant à l'export. Et j'ai fait une étude de cas sur Gallo.
Et lorsque j'ai terminé mon mémoire, je me suis dit, si je veux apprendre à vendre du vin, je dois travailler avec ces gens-là. Et donc, je me suis rapproché de Gallo, à l'époque, qui avait une entité en France. J'ai trouvé un poste de chef de secteur en Bretagne. Donc, je suis parti en Bretagne avec ma petite valise pour vendre des vins californiens au supermarché dans une région qui n'était pas forcément ouverte aux vins californiens. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apprendre à vendre du vin. L'objectif, c'était de rester 2 ou 3 ans et ensuite de faire autre chose. Bon, la vie est toujours un petit peu différente, heureusement. Et donc, 22 ans après, je suis toujours dans la même entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer, j'ai eu la chance de pouvoir progresser dans de nombreux pays, de pouvoir me développer. Et pour l'instant, je m'amuse toujours autant qu'au premier jour. Quelles sont les différences entre l'approche marketing du vin en Californie et celle en France ? À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait une grosse différence. C'est-à-dire que tout le marketing des vins californiens, en tout cas des marques, était tourné vers le consommateur. L'idée, c'était de simplifier le message pour le consommateur. On partait du principe que les consommateurs n'étaient pas forcément des experts et donc il fallait leur simplifier le message avec des marques fortes, avec des noms de cépages. C'est-à-dire qu'il y a quelques cépages internationaux comme le Chardonnay, comme le Cabernet Sauvignon, comme le Sauvignon Blanc que les consommateurs connaissent et identifient. Ils reconnaissent à peu près les styles. Et donc en mettant le cépage en avant avec une grosse marque qui permettait de rassurer le consommateur lors de son acte d'achat, on recrutait des consommateurs et on pouvait aussi les fidéliser. Donc il y avait vraiment cette approche de marque qui n'était pas présente en France. En France, on mettait en avant une région, on mettait en avant un domaine, on mettait pas forcément les cépages à l'époque sur les bouteilles. Donc le consommateur, s'il n'était pas expert dans la région ou s'il connaissait pas le vigneron, c'était un petit peu plus compliqué. Et on se rendait compte qu'on perdait beaucoup de consommateurs. C'est-à-dire que le travail des vins du Nouveau Monde, enfin le succès des vins du Nouveau Monde, s'explique essentiellement par le fait qu'ils ont réussi à faire venir au vin des consommateurs qui ne buvaient pas de vin. Ils ont fait un gros travail de recrutement. Et ça a duré pendant pratiquement 20 ans. En fait, quand vous regardez le marché anglais, tous les marchés anglo-saxons, il y a eu ce travail de recrutement de consommateurs par simplification du message qui a été très efficace. En revanche, quand le consommateur évolue, il faut lui apporter un petit peu plus de complexité. Et donc, ce message ne dure qu'un temps. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien en Californie, en Australie, au Chili, il y a vraiment une tendance vers la montée en gamme avec beaucoup plus de complexité, avec beaucoup plus d'AVA, en fait, d'American Viticultural Area. Donc, on met en avant la région avant de mettre en avant le cépage. Donc, il y a une vraie évolution, sachant que le marché des marques est encore quand même prédominant. Depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, quelles évolutions dans cette approche marketing est-ce que vous avez observées ? Alors depuis 20 ans, je pense que la frontière entre l'ancien monde et le nouveau monde a fortement diminué. C'est-à-dire que je vous expliquais que quand j'ai commencé en 2002, les vins du monde étaient essentiellement des vins de cépage avec des marques fortes et il y avait assez peu de régionalisation en fait. Et la France était plutôt reconnue comme un pays qui produisait des vins de terroir, parfois un manque de visibilité et de clarté pour le consommateur. Aujourd'hui, cette frontière elle a fortement diminué. Premièrement parce que les vins du Nouveau Monde se sont aussi lancés vers une régionalisation. Je vous expliquais tout à l'heure que la région d'origine est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des vins de Russian River Valley, vous avez des vins de Santa Rita Hills, Napa Valley. Les consommateurs connaissent les régions californiennes. Alors, effectivement, les marques représentent encore une grosse partie du business, notamment sur le marché américain. Mais pour l'export, il y a clairement une montée en gamme avec une mise en avant du vigneron, avec une mise en avant de la région de production. Maintenant, on va même jusqu'aux single vineyards. Donc, on met sur le marché des vins qui proviennent de vignobles particuliers, voire de blocs particuliers. Et donc, ça n'existait pas ou peu il y a 20 ans. Et en même temps, les pays traditionnels comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie se sont aussi lancés dans des vins de marque avec le cépage, avec des marques plus fortes. Et donc, encore une fois, ces différences se sont réduites. Et donc, vous avez un marché qui est beaucoup plus global. Donc, maintenant, dans chaque grand pays de production, vous avez une offre qui est beaucoup plus pyramidale, avec des entrées de gamme qui sont pour les consommateurs néophytes et à destination généralement de la grande distribution, avec des vins de marque, avec des cépages. Et ensuite, plus vous montez sur la pyramide, plus vous allez avoir
régionalité en fait, ou un côté terroir qui va être marqué. Ça, c'était pas le cas il y a 20 ans, c'était beaucoup plus segmenté. Donc les pays du Nouveau Monde ont appris très vite. Alors il y a aussi un élément qui est important, c'est que les vignerons ou les winemakers, les flying winemakers ont beaucoup bougé. Ils ont apporté leur savoir en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Californie. Aujourd'hui, vous n'avez pas un winemaker en Californie qui est pas venu faire un stage en France, qui est pas allé en Australie, qui est pas allé en Nouvelle-Zélande, et même tous les jeunes qui s'installent en France sont allés partout dans les pays du Nouveau Monde. Donc le savoir s'échange, il y a beaucoup de transferts de compétences, et donc les différences sont moins marquées. Comment sont perçus les vins californiens à l'international selon vous ? Alors les vins californiens ont une très grande notoriété à l'international. C'est quand même c'est la 4e région de production après la France, l'Italie et l'Espagne. Donc c'est un gros pays pour le vin. Enfin les États-Unis, et 90% des vins américains proviennent de Californie. Il y a une grosse notoriété des vins de Napa Valley, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'autres régions californiennes qui émergent. Mais Napa est encore la référence pour la Californie. Après, dans des marchés traditionnels, des marchés matures, comme la France, l'Italie, l'Espagne, c'est un petit peu plus compliqué de percer parce que, effectivement, les consommateurs locaux boivent des vins régionaux, enfin des vins locaux. En revanche, dans des pays émergents ou dans des pays où vous n'avez pas de production, Napa est toujours dans le trio, en fait, ou dans les 5 premières régions, à la fois en termes de consommation et en termes de notoriété. Après, le prix des vins de la Napa Valley fait que ça s'adresse à une clientèle plutôt aisée, mais voilà, il y a des marchés qui sont très dynamiques, c'est-à-dire que l'Angleterre, les pays nordiques, la Suisse, pour vous parler de l'Europe, ensuite le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, le Canada, ce sont des pays très dynamiques pour les vins californiens. Quelles sont les grandes tendances dans l'univers des vins californiens ? Aujourd'hui, on retrouve en Californie les grandes tendances que l'on retrouve en général sur le marché du vin, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience des vignerons, de l'interprofession, de notre impact sur l'environnement. La Californie a un climat qui est quand même propice à la culture de la vigne, ce qui permet de limiter les intrants. Donc depuis très longtemps, l'État de Californie est engagé vraiment sur tout ce qui est empreinte carbone, sur tout ce qui est environnement. Et donc ça a été une tendance globale mais qui s'est accélérée clairement depuis 10 ans. Vous avez de plus en plus de domaines qui sont certifiés bio. Vous avez une vraie prise de conscience sur la gestion de l'eau, parce que c'est vrai que c'est un climat qui est quand même méditerranéen, il y a beaucoup de vignobles qui sont irrigués, l'eau devient une denrée rare, donc il y a énormément de recherches qui sont faites autour de l'eau pour savoir comment on peut optimiser cette eau, comment on peut réduire aussi le volume d'eau utilisé pour produire 1 litre de vin. Juste pour vous donner une idée, en fait, en Californie, pendant très longtemps, on utilisait 7 gallons d'eau pour produire 1 gallon de vin. Aujourd'hui, grâce au progrès, grâce à la science, grâce à la recherche, nous, dans nos vignobles, et dans nos wineries, en fait, on est capable d'utiliser 2,5 gallons d'eau pour produire 1 gallon de vin. Donc ça fait quand même un gros progrès. On a aussi la chance d'avoir beaucoup de soleil en Californie, donc on a des panneaux solaires partout. Donc l'environnement est vraiment au cœur aujourd'hui de toutes les décisions qui sont prises sur la Californie. Ensuite, dans le style des vins, il y a aussi une tendance pour des vins plus légers, des vins moins boisés, des vins moins alcoolisés. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui SOLA, donc Sustainable, Organic and Low Alcohol. C'est vraiment une tendance qu'on retrouve aussi en Californie. Donc il y a une vraie prise de conscience. Aujourd'hui, c'est sur le poids des bouteilles de verre, sur effectivement la gestion du bois, l'alcool, très important. On a produit pendant très longtemps des vins rouges 14, 15, non, 14, c'était assez léger. On est allé jusqu'à 15,5, 16 degrés. Maintenant, il y a un vrai retour en arrière, en fait. Nous, dans nos vignobles de Napa, on a changé l'encépagement, on a changé notre façon de travailler dans les vignobles pour éviter d'avoir des vins maintenant qui excèdent 14,5 en alcool. On veut plus rechercher cette concentration, on veut plus rechercher ce côté très riche et surmaturé qu'on a pu rechercher il y a pendant une dizaine d'années, on va dire. Et donc, le consommateur veut des styles un peu plus légers. Ils veulent également aussi avoir
une identité locale qui soit plus marquée. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, encore une fois, avoir un vin de Santa Rita Hills ou un vin de Santa Lucia Highlands, ça parlait pas aux consommateurs. Maintenant, le consommateur veut des vins qui ont une identité plus forte, et donc ça implique également des changements dans les styles, des changements dans l'approche, parce que si vous mettez trop de bois, si vous êtes trop mûr, si vous mettez trop de, on disait, too much hand and not enough land. Voilà, en fait, ça lisse les vins et vous avez plus de régionalité, enfin vous avez plus vraiment de distinction entre les produits. Si vous mettez trop de bois, si vous mettez trop de... Là, en revenant à quelque chose de plus classique, à une approche beaucoup plus vigneronne, vous faites ressortir en fait cette identité locale. Et ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui en Californie, mais pas que en Californie, en fait, partout. Et en France, particulièrement en Champagne, on distingue la maison vigneronne de la maison de marque. Est-ce également le cas en Californie? Et selon vous, les deux peuvent-ils aller de pair? Alors bien évidemment, les deux vont de pair. On a la chance d'avoir un univers dans le vin qui est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de pays. Il y a des pays qui ont plus ou moins de maturité en termes de consommation. Donc en fait, les possibilités sont presque infinies. Vous voyez, en fait, dans le développement des régions, il faut toujours des entreprises qui soient un petit peu, enfin, qui soient moteurs, leaders. Quand vous regardez la Champagne, en fait, aujourd'hui, il y a une vraie tendance pour les champagnes de vignerons. Il y a un gros développement de ce marché, notamment chez les cavistes, dans la restauration. Mais en fait, ce travail, enfin, cette tendance, elle existe parce que il y a 30, 40, 50 ans, il y a des grandes maisons qui ont fait connaître le champagne et qui ont permis, en fait, d'associer le champagne avec ce côté festif, qui ont permis de faire connaître le champagne à l'international. C'est-à-dire que un petit vigneron, à la base, il n'a pas les moyens d'aller ouvrir 120 marchés à l'international. Donc, heureusement qu'il y a eu des grandes maisons qui ont pu faire ce travail, qui ont pu faire connaître la région pour aujourd'hui permettre le développement de cette catégorie. En Californie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le business des vins californiens a été limité à quelques grosses entreprises, notamment Gallo. Ces entreprises ont permis de faire connaître le vin californien en dehors de la Californie. Il faut quand même garder en tête que la grosse partie des vins californiens sont bu premièrement déjà à Napa. Enfin, Napa, il y a beaucoup de consommation directe, mais sont bu aux États-Unis. Donc, l'export pour le marché américain est quand même assez faible, mais en fait, cet export a été dynamisé par des grandes entreprises qui ont aujourd'hui permis à des plus petits vignerons de mettre leur vin sur des grandes tables, de mettre leur vin chez les cavistes les plus importants. Mais le gros travail a été fait par des grosses entreprises. Donc les deux vont bien évidemment de pair. Et en fait, je pense que le développement des vignerons ne peut se faire que parce qu'il y a eu au préalable un travail fait par des entreprises plus importantes. Aujourd'hui, avec toutes les problématiques de réchauffement climatique, mais aussi l'impact des feux, particulièrement en Californie, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la viticulture ? Alors, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et le propre de l'agriculture depuis la nuit des temps, ça a été de s'adapter aux conditions climatiques. Donc, je pense que il n'y a pas de fatalité. Le réchauffement climatique, c'est une certitude. Aujourd'hui, la Californie est impactée. Vous avez parlé des feux. 2017, 2020 ont été des années terribles au niveau des feux et avec des conséquences importantes pour la production. Ensuite, il y a des solutions qui existent pour continuer à produire du vin dans de bonnes conditions, tout en gardant l'équilibre, parce que c'est ça le challenge. Garder l'acidité nécessaire, éviter d'avoir trop de sucre et de produire des vins avec trop d'alcool. Donc vous pouvez aller chercher cet équilibre en altitude. Nous, aujourd'hui, on a investi dans de nombreux vignobles qui sont entre 400 et 600 mètres d'altitude. On a investi dernièrement dans des vignobles qui sont à proximité de l'océan, donc Santa Rita Hills, Santa Lucia Highlands, Sonomacos, ce sont des endroits beaucoup plus frais où vous allez pouvoir continuer à produire des vins de qualité. Ensuite, on a cherché pendant très longtemps la concentration des vins, juste en ayant une gestion de votre surface foliaire différente, une gestion de votre irrigation différente. Vous allez pouvoir aussi jouer en fait sur la maturité phénolique, mais aussi le chargement en sucre de vos raisins. Donc, de nombreuses solutions existent. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement des régions qui ne seront plus propices à la production de vin d'ici 25, 30, 40 ans. Mais il y aura de nouvelles régions qui vont émerger. Donc, il n'y a pas de fatalité. Ça va forcément entraîner des mutations économiques. Ça va entraîner des changements probablement dans les styles. Mais je suis plutôt optimiste sur notre capacité à rebondir et à réagir pour continuer à produire des vins de qualité.
Merci beaucoup Édouard Bégeot. Merci Chloé. Ainsi, le marketing du vin californien a connu de grandes évolutions depuis 20 ans. Les grandes marques de vin ont su évangéliser un public néophyte en passant par des repères simples, comme le cépage par exemple. Une campagne réussie qui permet aujourd'hui au domaine d'aller vers plus de premiumisation, de passer de vins de marque portés sur le fruit à des vins de terroir. Une montée en gamme qui sera challengée dans les années à venir par le réchauffement climatique qui touche particulièrement la Californie. Mais Édouard Bégeot nous rassure, l'agriculture, c'est l'adaptation et le vin californien a encore de belles années devant lui. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.